Imagine que vous avez passé des années à reconstruire votre vie après une séparation difficile. Vous avez trouvé un endroit, votre sanctuaire, un lieu où chaque mur, chaque pierre raconte votre histoire. Et puis, un jour, vous recevez une lettre. Pas n'importe quelle lettre. Une lettre qui vous dit que votre ex, celui qui vous a brisé le cœur, a maintenant le droit d'utiliser ce lieu sacré. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il ne vient pas seul. Il arrive avec sa nouvelle femme, et leur nouvelle famille. Qu'est-ce que vous feriez? Vous laisseriez tomber? Vous fuiriez? Ou vous retourneriez la situation à votre avantage? Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de vengeance, mais de reconstruction, de pouvoir et de découvrir que la meilleure revanche n'est pas toujours celle qu'on imagine. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous inspirer à transformer votre propre douleur en quelque chose de grand. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater, et laissez un like si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et bousculent les émotions. Vous êtes prêts? Allons-y. La lettre tremblait entre mes doigts alors que je la lisais pour la 3e fois. Les mots parfaitement alignés, écrits de la main méticuleuse de l'avocat, n'adoucissaient en rien le coup porté. Par décision du tribunal, Monsieur Laurent Dubois conserve un droit d'accès partiel à la propriété du lac. Je froissais le papier avec rage, mes jointures blanchissant sous la pression. C'était un cauchemar. Je m'appelle Élise Martin, et mon ex-mari venait de gagner le droit d'utiliser ma cabane. Le seul endroit pour lequel j'avais lutté bec et ongles pendant notre divorce. Cette même cabane où j'avais investi 3 ans de ma vie, rénovant chaque poutre, chaque pierre, pendant qu'il construisait sa nouvelle vie avec Camille. Je me laissais tomber sur la chaise de la cuisine, fixant le document froissé sur la table. La voix de Laurent résonnait encore dans ma tête, sarcastique et pleine de cette arrogance qui m'avait tant exaspérée. Tu ne peux rien y faire. C'était ce qu'il avait lancé, tout sourire, en sortant du tribunal hier. Il était ravi. Il avait gagné, et il voulait que je le sache. Mon téléphone vibra sur la table, me tirant de mes pensées. Parler du diable. Le nom de Laurent s'affichait sur l'écran. J'hésitai un instant, puis décroché, la mâchoire serrée. Juste pour te prévenir, dit-il d'une voix mielleuse. On passera le week-end prochain à la cabane. Camille a hâte de la voir. Ah, et on emmène Manon aussi. Je restai figé, le cœur battant à tout rompre. Manon, répétai-je, la gorge sèche. Oui, répondit-il nonchalamment. Notre fille, Élise. Tu te souviens? Camille l'a adoptée au printemps dernier. On est enfin une vraie famille, celle que tu n'as jamais voulu me donner. Le téléphone devint silencieux avant que je puisse répondre. Je restai là, abasourdi. Manon. Notre fille. Je n'avais même pas su que Camille l'avait adoptée. Un poids lourd s'installa sur ma poitrine. C'était comme si tout ce que j'avais essayé de reconstruire depuis notre séparation venait de s'effondrer d'un coup. Je me levai brusquement, attrapant mes clés et ma veste. Il fallait que je voie la cabane une dernière fois avant qu'il ne l'envahisse. Le trajet jusqu'au lac était gravé dans ma mémoire. Chaque virage de la route, chaque arbre qui bordait le chemin me ramenait à des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Mais en arrivant, l'après-midi baignait la cabane d'une lumière dorée. Le soleil reflétait sur les fenêtres que j'avais installées moi-même, illuminant la terrasse que j'avais reconstruite, planche par planche. Le jardin devant la maison, que j'avais planté avec mes propres mains, était en pleine floraison. Mon sanctuaire. Alors que je coupais le moteur, une silhouette familière apparut sur le sentier. Des bottes rouges crissaient sur le gravier. Léa, ma meilleure amie, s'approchait avec un sourire complice. Je savais que je te trouverais ici, dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur les marches du perron. Je n'avais même pas besoin de répondre. Elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. C'était si mauvais que ça? Demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête, incapable de contenir ma frustration. Il l'a eu, dis-je d'une voix brisée. Il peut venir ici un week-end sur 2, plus les vacances. Et il vient déjà la semaine prochaine, avec sa famille parfaite. Les yeux de Léa se plissèrent de colère. Cet enfoiré. Siffla-t-elle. Après tout ce que tu as investi ici, 3 ans de travail, chaque centime que tu avais, je me levai et commençai à faire les 100 pas sur la terrasse, la colère bouillonnant en moi. Le pire, c'est qu'il ne veut même pas la cabane, murmurai-je. Il veut juste me prouver qu'il peut me la prendre. Léa resta silencieuse un moment, puis un sourire malicieux étira ses lèvres. La cabane, oui, mais le terrain autour? Je m'arrêtai net, la regardant avec confusion. Qu'est-ce que tu veux dire?
Elle sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. J'ai fait quelques recherches. Les limites de ta propriété s'étendent bien au-delà de la cabane elle-même. Et il n'y a rien dans l'ordonnance du tribunal qui t'empêche d'utiliser le terrain comme bon te semble, non? Je sentis une étincelle dangereuse s'allumer dans ma poitrine. Non, murmurai-je, un sourire naissant sur mes lèvres. Non, il n'y a rien. Léa tapa du pied avec excitation. Tu sais ce que ce coin a besoin? D'un centre communautaire. Un espace pour les femmes, un endroit pour les aider à se relever, comme toi tu l'as fait. Je me tournai vers la clairière derrière la cabane. L'espace était parfait. Visible depuis chaque fenêtre. Impossible à ignorer. Ça coûterait de l'argent, dis-je lentement. Je connais des gens, répondit Léa en haussant les épaules. Et j'ai une amie journaliste, Valérie. Elle adore ce genre d'histoire. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Laurent. Au fait, on va faire des photos professionnelles à la cabane pour les réseaux de Camille. J'espère que ça ne te dérange pas. Je montrai le message à Léa, qui éclata de rire. Oh, c'est trop beau. Tu sais ce qu'on dit sur le karma? Qu'il est patient? Répondis-je, un sourire en coin. Léa passa son bras autour du mien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Prête à donner un petit coup de pouce au karma? Je regardai la cabane, ma cabane, et je sentis le poids de chaque remarque méprisante, chaque manipulation, chaque coup bas de Laurent. Puis je pensai à Manon, à cette petite fille prise dans sa toile de contrôle. Pour la première fois de la journée, je souris. Je pense qu'il est temps que cet endroit serve à quelque chose qui compte vraiment. Léa serra mon bras avec enthousiasme. C'est ma fille. Allons passer quelques coups de fil. Alors que nous marchions vers nos voitures, le plan prenant forme dans nos esprits, je jetai un dernier coup d'œil à la cabane. Laurent pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé. Mais il avait oublié une chose cruciale. J'avais déjà reconstruit cet endroit à partir de rien une fois. Je pouvais le faire à nouveau. Et cette fois, je construirais quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma petite cuisine, mais je ne ressentais aucune chaleur. Mon esprit était encore embrouillé par les événements de la veille. La cabane, mon refuge, allait bientôt être envahie par Laurent et sa famille parfaite. Mais cette fois, je n'étais plus la même femme qui avait quitté le tribunal en larmes après notre divorce. J'avais un plan. Léa débarqua chez moi sans même frapper. Comme à son habitude, les bras chargés de dossiers et son ordinateur sous le bras. « Réveille-toi, guerrière », lança-t-elle en posant tout sur la table. On a du pain sur la planche. Je levai les yeux, encore à moitié endormi, mais l'excitation dans sa voix me poussa à me redresser. « Tu es sérieuse avec ce projet de centre ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme, sortant des plans du terrain et des notes griffonnées. « Plus que sérieuse. J'ai déjà contacté Valérie, la journaliste dont je t'ai parlé. Elle veut te rencontrer aujourd'hui même. » Je faillis recracher mon café. « Aujourd'hui? Léa, je ne suis pas prête pour ça. »« Tu es plus prête que tu ne le crois, » répondit-elle avec un clin d'œil. « La colère, c'est le meilleur moteur pour avancer. Et crois-moi, Valérie va adorer ton histoire. » Quelques heures plus tard, nous étions assises à la terrasse d'un café en ville, attendant Valérie. L'air était chargé d'adrénaline et de nervosité. Quand elle arriva enfin, je compris immédiatement pourquoi Léa était si confiante. Valérie avait cette aura de détermination, ses yeux vifs balayant chaque détail, comme si elle absorbait déjà les moindres éléments de notre histoire. Alors, commença-t-elle après les présentations. Léa m'a parlé d'un projet révolutionnaire. Racontez-moi tout. Je pris une profonde inspiration et commençai à expliquer. La cabane, le divorce, la bataille juridique, et enfin, ce plan pour transformer le terrain en un centre communautaire pour les femmes. Plus je parlais, plus je sentais la confiance revenir. Ce n'était plus seulement une idée de vengeance, c'était une opportunité de créer quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait réellement changer des vies. Valérie écoutait attentivement, prenant des notes, hochant la tête à chaque détail. Ce que vous faites, Élise, ce n'est pas juste un projet. C'est un symbole de transformation. Prendre un espace qui était censé vous rappeler la douleur, et en faire un lieu de renaissance. C'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui. Ces mots résonnèrent en moi. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais puissante. Ce projet n'était plus seulement une riposte à Laurent. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. De retour à la maison, Léa et moi nous lançâmes immédiatement dans l'organisation. Nous passâmes des heures à tracer les plans, à faire des recherches sur des centres similaires dans d'autres villes,
et à contacter des associations locales qui pourraient être intéressées par notre initiative. Regarde ça, dit Léa en me montrant un article sur un centre pour femmes à Lyon. Ils ont commencé dans un petit espace comme le tien, et maintenant ils aident des centaines de femmes à lancer leurs propres entreprises. Mon téléphone vibra soudain. Un autre message de Laurent. Besoin de stocker des jet skis à la cabane. Ancrer des souvenirs en famille. J'espère que ça ne te dérange pas. Je montrai le message à Léa, qui éclata de rire. Oh, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mais malgré nos rires, une partie de moi sentait la pression monter. Ce projet devait réussir. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui allaient en bénéficier. Et surtout, pour Manon. Quelques jours plus tard, alors que nous étions en pleine discussion sur le budget du projet, mon téléphone sonna. Le nom affiché à l'écran me fit hésiter. Manon. Je décrochai, incertaine de ce qu'elle voulait. « Salut, maman », dit-elle d'une voix hésitante. Mon cœur se serra en entendant ce mot. Cela faisait des mois qu'elle ne m'avait pas appelé ainsi. « Salut, ma chérie. Tout va bien ?» Un silence s'installa avant qu'elle ne réponde. Papa m'oblige à faire un stage dans son cabinet. Je déteste ça. Camille dit que c'est pour mon bien, mais, sa voix se brisa légèrement. Je ne veux pas de cette vie-là. Je sentis la colère monter en moi. Pas contre Manon, mais contre Laurent et sa façon de tout contrôler. Tu sais, Manon, répondis-je doucement, il y a toujours une autre voie. Tu n'es pas obligée de suivre le chemin qu'ils ont tracé pour toi. Un long silence suivit, puis elle murmura. J'aimerais bien voir ce que tu fais avec la cabane. Ces mots suffirent à renforcer ma détermination. Ce projet n'était plus seulement un acte de résistance. C'était une chance pour Manon de voir qu'il existait une autre façon de vivre. Le week-end suivant, Léa et moi avions organisé une première réunion avec des femmes de la communauté intéressées par notre projet. À notre grande surprise, une dizaine de femmes se présentèrent, chacune avec des idées et des histoires qui nous inspirèrent. Parmi elles, il y avait Sophie, une mère célibataire qui voulait lancer sa propre entreprise de traiteur, et Nadia, une jeune femme passionnée de technologie qui rêvait de créer un espace de formation pour les femmes dans le domaine de l'informatique. Pendant que nous discutions, mon téléphone vibra encore. C'était Manon. Papa est en train de parler de vendre la cabane. Il dit que c'est juste une question de temps avant que tout soit à lui. Je sentis la panique m'envahir. Vendre la cabane? Il ne pouvait pas faire ça, mais Laurent était capable de tout. Je montrai le message à Léa, dont l'expression passa de l'incrédulité à la rage. On doit accélérer les choses, dit-elle en attrapant son téléphone. Je vais appeler Valérie. Ce projet doit être visible avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. En moins de 2 semaines, le terrain autour de la cabane commença à se transformer. Les premières structures étaient en place, et des bénévoles affluaient pour aider. Valérie publia un article qui fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Le soutien de la communauté fut immédiat et massif. Mais je savais que Laurent ne resterait pas sans réagir. Un soir, alors que je rangeais les derniers papiers dans mon bureau improvisé, mon téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Camille. « Élise !» Sa voix tremblait légèrement. Je ne sais pas à qui parler. Laurent devient différent. Il parle de choses que je ne comprends pas, des plans pour la cabane. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais Elle s'interrompit, comme si elle réalisait soudain qu'elle était en train de me confier quelque chose de trop important. Camille, répondis-je calmement, tu n'es pas obligée de le suivre dans ses délires. Tu as le choix. Un long silence, puis elle murmura. Je crois qu'il a falsifié des documents pour vendre la cabane sans ton accord. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était pire que ce que je pensais. Camille, si tu as des preuves de ça, tu peux m'aider à l'arrêter. Un souffle à l'autre bout de la ligne. Puis, je vais voir ce que je peux faire. Lorsque je raccrochai, je savais que la bataille ne faisait que commencer. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Et surtout, je n'avais plus peur. Les jours suivants furent une véritable course contre la montre. Chaque matin, je me réveillais avec une énergie fébrile, comme si le temps m'échappait. La cabane, autrefois un symbole de paix et de solitude, devenait maintenant le théâtre d'une bataille silencieuse mais intense. Léa et moi avions réussi à mobiliser une petite armée de bénévoles pour commencer les premières constructions autour de la cabane. Le terrain prenait vie, des fondations pour les ateliers de formation, des espaces communs pour des rencontres, et même un petit jardin communautaire. L'idée prenait forme à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. Mais au fond de moi, je savais que Laurent ne resterait pas les bras croisés. Il n'était pas du genre à abandonner facilement,
surtout quand il s'agissait de prouver qu'il avait le contrôle. Un matin, alors que je supervisais l'installation de panneaux solaires sur le terrain, mon téléphone vibra. Le message provenait de Manon. Papa est furieux. Il a vu l'article de Valérie. Il dit qu'il va régler ça rapidement. Je sentis mon estomac se nouer. Laurent n'était pas seulement en colère, il préparait quelque chose. Je montrai le message à Léa, qui fronça les sourcils. Il va sûrement essayer d'utiliser des moyens légaux pour nous bloquer, dit-elle en croisant les bras. Mais il ne sait pas qu'on a un atout dans notre manche. Elle faisait référence à Camille, la nouvelle femme de Laurent, qui avait commencé à nous donner des informations sur ses plans en coulisses. Depuis notre dernière conversation, Camille avait discrètement fouillé dans les papiers de Laurent et découvert des documents suspects concernant la vente de la cabane. Le soir même, Camille me rappela, la voix tremblante. « Élise, j'ai trouvé quelque chose. » Mon cœur s'accéléra. « Quoi ?» Il a signé des papiers pour vendre la cabane à un investisseur, mais il a falsifié ta signature. Il pense que tu ne pourras pas prouver quoi que ce soit, mais j'ai pris des photos des documents. Je restai silencieuse un moment, absorbant l'information. Laurent avait franchi une ligne. Il ne s'agissait plus d'un simple conflit de propriété. C'était une fraude. Camille, tu sais ce que ça veut dire? Elle soupira à l'autre bout du fil. Oui. Mais je suis fatiguée de ces mensonges. Et Manon mérite mieux. Le lendemain, Valérie publia un deuxième article, cette fois en mettant l'accent sur l'impact du centre communautaire sur la ville. Le soutien ne tarda pas à affluer. Des femmes de tous horizons contactaient Léa et moi pour proposer leur aide ou partager leurs histoires. Le projet prenait une ampleur que je n'avais pas prévue. Mais, comme je m'y attendais, Laurent contre-attaqua. Un courrier officiel de son avocat arriva chez moi, exigeant l'arrêt immédiat des travaux autour de la cabane. Je le lus en silence, puis le tendis à Léa. « Il pense qu'il peut nous intimider avec ça ?» Léa éclata de rire. « Il ne sait pas à qui il a affaire. » Nous décidâmes de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier. Maître Dupont, une femme à l'air sévère mais juste, examina attentivement les documents. « Il n'a aucun droit sur le terrain en dehors de la cabane elle-même, » dit-elle en fermant le dossier. « Et s'il a réellement falsifié des documents, nous pouvons non seulement l'empêcher de vendre la cabane, mais aussi engager des poursuites pour fraude. » Ces mots furent comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous avions l'avantage. Quelques jours plus tard, alors que les travaux avançaient rapidement, Manon m'envoya un autre message. « Je veux venir t'aider au centre. Papa ne doit pas savoir. » Je restai un moment à fixer l'écran de mon téléphone, le cœur serré. Ma fille, qui s'était éloignée de moi pendant des mois, voulait maintenant rejoindre notre projet. C'était plus qu'un simple acte de rébellion contre son père. C'était un signe qu'elle cherchait à se reconnecter avec moi. Quand elle arriva à la cabane ce samedi-là, elle paraissait nerveuse. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval négligée, et elle portait un sac à dos rempli de carnets et de crayons. « Salut, maman », dit-elle en descendant de son vélo. Je me retins de la serrer dans mes bras trop rapidement, craignant de la brusquer. « Salut, ma chérie. Ça me fait plaisir de te voir ici. » Elle me sourit timidement, puis regarda autour d'elle. « C'est incroyable ce que tu as fait ici. » Je lui fis visiter le terrain, expliquant les différentes zones que nous mettions en place. Elle écoutait attentivement, ses yeux s'illuminant à mesure que je décrivais les projets d'atelier et de formation pour les femmes. « Tu sais, » dit-elle en regardant l'un des bâtiments en construction, « j'ai toujours aimé le design graphique. Papa veut que je fasse du droit, mais ce n'est pas pour moi. » Ces mots furent comme une mélodie à mes oreilles. « On pourrait créer un atelier de design ici, » proposai-je. « Tu pourrais même aider à concevoir le logo du centre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu ferais ça? » « Bien sûr. Ce projet est autant pour toi que pour moi. » Alors que Manon passait ses journées à travailler sur des idées de logo et à aider avec les affiches pour le centre, Camille me contacta à nouveau. Elle avait des nouvelles. « Laurent commence à comprendre que quelque chose ne va pas, » dit-elle. « Il devient de plus en plus paranoïaque. Il a même changé les serrures de son bureau. »« Ça ne nous arrêtera pas, » répondis-je. « Nous avons déjà ce qu'il faut pour le coincer. » Mais Camille semblait hésitante. « Élise, il devient imprévisible. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire si ça tourne mal. » Je sentis un frisson me parcourir. Laurent avait toujours eu ce besoin de tout contrôler, et perdre cette bataille risquait de le pousser à bout. Quelques jours plus tard, alors que nous finissions les dernières retouches sur le premier bâtiment du centre, je vis une voiture noire se garer brusquement à l'entrée du terrain.
Mon cœur s'arrêta quand j'aperçus Laurent en sortir, le visage fermé, les yeux brûlants de colère. Il marcha droit vers moi, ignorant les bénévoles autour. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élise » cracha-t-il. « Tu crois que tu peux me ridiculiser ?» Je me redressai, refusant de montrer la moindre peur. « Je construis quelque chose qui a du sens. Quelque chose que tu ne pourras jamais détruire. » Il rit amèrement. « Tu penses que cette petite mascarade va durer ? Je vais vendre cette cabane, et il n'y aura plus rien à sauver. » Avant que je puisse répondre, une voix s'éleva derrière moi. « Non, papa, tu ne le feras pas. » Laurent se figea en voyant Manon s'approcher, ses croquis de logo à la main. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, surpris et furieux. « Je travaille avec maman. Et tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que j'aime. » Le silence tomba sur le terrain. Tous les bénévoles s'étaient arrêtés pour observer la scène. Laurent regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu plus que la cabane. Il avait perdu le contrôle. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je regardais Manon assise à la table de la cuisine, ses dessins étalés devant elle. Léa, Valérie et moi discutions des prochaines étapes, conscientes que la bataille n'était pas encore terminée. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions en train de gagner. Et au fond de moi, je savais que ce projet avait déjà accompli quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Il avait ramené ma fille à moi. Le lendemain matin, le silence dans la maison était presque irréel. Manon dormait encore, épuisée par la journée d'hier. Mais moi, je fixais le plafond, le cœur battant à toute vitesse. La confrontation avec Laurent avait marqué un tournant. Il savait désormais que nous étions prêtes à nous battre. Et plus important encore, il savait qu'il avait perdu Manon. Mais cette victoire fragile ne suffisait pas. Nous savions toutes que Laurent ne savourait pas vaincu si facilement. Il allait riposter, et probablement de la manière la plus sournoise possible. En début d'après-midi, Léa arriva avec une pile de dossiers sous le bras, accompagnée de Maître Dupont, notre avocate. « Bon, les filles, » dit-elle en s'installant à la table de la cuisine. « On a du travail. » Maître Dupont posa calmement ses lunettes sur son nez et ouvrit un épais classeur rempli de documents. Laurent a officiellement déposé une demande pour contester l'utilisation du terrain, commença-t-elle. Il affirme que le développement de votre centre communautaire viole l'esprit de l'accord de divorce. Je roulai des yeux, sentant la colère monter en moi. L'esprit de l'accord ? Il peut garder ses esprits pour lui. Le terrain m'appartient, point final. Léa éclata de rire, mais Maître Dupont leva la main pour nous ramener au sérieux. Il va essayer de jouer sur les subtilités juridiques, Élise. Mais on a mieux. Camille m'a envoyé des copies des documents falsifiés. C'est suffisant pour non seulement bloquer sa tentative de vente de la cabane, mais aussi pour ouvrir une enquête pour fraude. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Laurent allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Quelques heures plus tard, alors que nous finalisions notre dossier pour le tribunal, mon téléphone vibra. C'était un message de Camille. Laurent a découvert que j'ai fouillé dans ses papiers. Il est furieux. Il parle d'aller directement au tribunal pour accélérer le processus de vente. Je sentis mon cœur se serrer. Camille prenait un risque énorme en nous aidant. Laurent n'était pas seulement manipulateur, il pouvait être cruel. Je répondis rapidement. Ne fais rien de risqué. On a ce qu'il faut. Concentre-toi sur Manon. Elle répondit quelques minutes plus tard. Manon est avec toi. C'est moi qui dois faire face à lui maintenant. Le lendemain, nous nous retrouvâmes au tribunal pour une première audience concernant la contestation de Laurent. En entrant dans la salle d'audience, je sentis mes jambes trembler légèrement. Mais à mes côtés, Léa me serra la main, et Maître Dupont avançait avec la détermination d'une lionne. Laurent était déjà là, assis à la table opposée avec son avocat, affichant ce sourire arrogant que je connaissais trop bien. Camille n'était pas à ses côtés. Je me demandais ce que cela signifiait. Le juge entra, et l'audience commença. Laurent, fidèle à lui-même, tenta de jouer la carte de la victime. « Votre honneur ?» commença-t-il avec une fausse humilité. « Mon ex-femme utilise ce terrain pour me harceler. Ce centre communautaire est une provocation délibérée pour perturber ma famille. » Je faillis éclater de rire. Mais Maître Dupont resta impassible. Quand ce fut notre tour de parler, elle se leva calmement, sortit les documents que Camille nous avait fournis, et les posa devant le juge. « Votre honneur, nous avons des preuves que Monsieur Dubois a falsifié des documents dans le but de vendre la cabane sans le consentement de ma cliente. Ces documents montrent clairement des signatures truquées.
Un murmure parcourut la salle. Le visage de Laurent se décomposa légèrement, mais il tenta de garder contenance. C'est ridicule, siffla-t-il, jetant un regard noir vers moi. Ce sont des faux créés pour me nuire. Le juge examina les papiers avec attention, puis leva les yeux vers Laurent. Ces accusations sont graves, monsieur Dubois. Nous allons ouvrir une enquête pour vérifier l'authenticité de ces documents. Laurent se leva brusquement, ses traits déformés par la colère. C'est elle, cria-t-il en pointant du doigt. Elle veut détruire ma vie. Le juge frappa son marteau pour ramener le calme. Un mot de plus, et vous serez en comptant off-cour, monsieur Dubois. Laurent se rassit à contre-cœur, ses poings serrés sur la table. Après l'audience, alors que nous sortions du tribunal, Camille m'attendait à l'extérieur. Elle avait l'air épuisée, mais déterminée. Il sait que c'est moi, dit-elle d'une voix rauque. Mais je m'en fiche. Il ne me fait plus peur. Je posai ma main sur son épaule. Tu as été incroyablement courageuse. On va s'en sortir. Camille hocha la tête, puis ses yeux s'embuèrent légèrement. Et Manon, comment elle va? Je souris doucement. Elle est plus forte que jamais. Elle travaille sur ses projets de design pour le centre. Tu devrais venir voir. Camille esquissa un sourire timide. J'aimerais bien. Je crois que j'ai besoin de voir que tout ça valait la peine. Les semaines suivantes furent intenses. Le centre continuait de prendre forme, attirant de plus en plus de femmes de la communauté. Nous organisions des ateliers, des formations, et des rencontres inspirantes. Le projet que j'avais imaginé comme un simple acte de revanche devenait un véritable moteur de changement pour la ville. Manon s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Ses talents de graphiste émergeaient, et elle avait même commencé à travailler avec des entrepreneuses locales pour créer des logos et des supports visuels. Un soir, alors que nous terminions de préparer une exposition pour présenter les projets des participantes du centre, Manon s'approcha de moi. « Maman », dit-elle en jouant avec un stylo entre ses doigts, « je voulais te dire merci. » Je levai les yeux de mes papiers, surprise. « Merci? Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, un sourire timide sur les lèvres. Pour m'avoir montré qu'il y avait une autre façon de vivre. Je croyais que je devais suivre les traces de papa, que c'était la seule option. Mais ici, je me sens libre. Ces mots me touchèrent plus que je ne pouvais l'exprimer. Je pris sa main et la serrai doucement. « Tu es libre, Manon. Toujours. » Mais alors que tout semblait enfin se stabiliser, une nouvelle inattendue tomba. Maître Dupont nous appela un matin. Le juge a découvert que le magistrat qui a supervisé votre divorce avait des liens personnels avec Laurent. Il y a une possibilité d'annuler la décision sur la cabane. Je restai sans voix. Vous voulez dire que je pourrais récupérer la cabane entièrement? C'est possible. Mais cela risque de déclencher une nouvelle bataille juridique. Je raccrochai, le cœur battant. Cette cabane, qui avait été le symbole de tant de douleurs, pouvait redevenir mienne. Mais à quel prix? Quelques jours plus tard, Laurent tenta une dernière manœuvre. Il envoya son avocat nous proposer un raccord à l'amiable. Léa éclata de rire en lisant la proposition. Il veut qu'on arrête le développement du centre en échange de la cabane. C'est une blague? Je pris une profonde inspiration, puis déchirai le document. Il ne comprendra jamais. Ce n'est plus la cabane qui compte. Et à ce moment précis, je réalisai que Laurent avait déjà perdu bien plus qu'une simple bataille légale. Il avait perdu le contrôle sur nos vies. Et cela, aucune cour de justice ne pourrait le lui rendre. Le jour tant attendu approchait. Le centre communautaire, notre projet, notre revanche silencieuse, était prêt pour son inauguration officielle. Ce qui avait commencé comme une réponse à l'arrogance de Laurent s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Un symbole d'espoir et d'émancipation pour des dizaines de femmes de la région. Mais au fond de moi, je savais que Laurent n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours avant l'ouverture, Valérie, la journaliste, me téléphona, sa voix excitée à l'autre bout du fil. « Élise, j'ai une nouvelle incroyable. 3 chaînes nationales veulent couvrir l'inauguration du centre. Ton histoire est devenue virale après mon dernier article. » Je restai silencieuse un moment, absorbant la nouvelle. « 3 chaînes ?» répétai-je, incrédule. « Oui » s'exclama Valérie. « Et ce n'est pas tout. Des associations de tout le pays veulent s'inspirer de ton modèle. Ce que tu as fait ici dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. » Je raccrochai avec un sourire, mais une ombre de doute planait toujours. Laurent. Il ne laisserait pas cela se terminer sans tenter une dernière manœuvre. Le lendemain matin, mes doutes se confirmèrent. Alors que je buvais mon café sur la terrasse de la cabane,
Mon téléphone vibra. C'était un message de Manon. Papa organise un événement à la cabane le même jour que l'inauguration. Il a invité des politiciens, des chefs d'entreprise, et même des journalistes. Il veut détourner l'attention de ton projet. Je sentis une colère froide monter en moi. Laurent ne reculerait devant rien pour saboter notre réussite. Il allait utiliser la cabane comme un outil de propagande, un moyen de regagner sa réputation et de nous discréditer. J'appelai immédiatement Léa et Valérie pour discuter de la situation. Il veut transformer l'inauguration en un champ de bataille médiatique, grognai-je. Il faut qu'on soit prête. Valérie sourit à travers le téléphone. Parfait. Plus il tente de nous écraser, plus ça rendra notre victoire éclatante. Laisse-le venir. Nous avons l'avantage. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Le centre brillait sous le soleil matinal, décoré avec des guirlandes de fleurs, des affiches colorées, toutes conçues par Manon, et des stands où les femmes présentaient leurs projets. L'atmosphère était électrisante, pleine d'anticipation et de fierté. Mais au loin, la cabane de Laurent était également en pleine effervescence. Des voitures luxueuses arrivaient, des invités en costumes élégants descendaient avec des sourires hypocrites. Il avait sorti le grand jeu, traiteur, photographe professionnel, et même un orchestre de jazz. Mais ce que Laurent ne savait pas, c'est que la plupart des journalistes qu'il avait invités étaient également là pour couvrir notre événement. Valérie avait pris soin de leur raconter l'histoire complète. Alors que les invités affluaient des deux côtés, un moment surréaliste se produisit. Le lieutenant-gouverneur, que Laurent espérait impressionner, sortit de sa voiture et se dirigea vers notre centre. Laurent, voyant cela, accourut, un sourire crispé sur le visage. « Monsieur le gouverneur !» l'appelait-il en agitant la main. « L'événement est par ici, à la cabane, un projet familial unique en son genre. » Le gouverneur s'arrêta, jetant un regard rapide vers la cabane, puis vers le centre animé. « Je suis ici pour l'inauguration du centre communautaire, » répondit-il fermement. « Ce genre d'initiative est ce dont notre région a besoin. » Le visage de Laurent se décomposa, mais il tenta de rester poli. « Mais la cabane fait partie de l'histoire locale. Nous avons prévu un grand rassemblement pour montrer comment préserver notre patrimoine. » Le gouverneur hocha la tête avec un sourire froid. Préserver le patrimoine, c'est aussi soutenir les initiatives locales qui apportent un changement positif. Excusez-moi. Et avec cela, il se tourna vers moi, Léa et Valérie, nous serrant la main avec enthousiasme. Laurent resta là, figé, ses invités le regardant avec confusion. Le vent tournait. L'inauguration commença avec des discours inspirants des femmes qui avaient participé au projet. Sophie, la jeune mère célibataire, parla de la manière dont le centre lui avait permis de lancer son entreprise de traiteur. Nadia, la passionnée de technologie, expliqua comment elle avait créé un programme pour enseigner la programmation aux femmes. Puis ce fut au tour de Manon. Ma fille, ma fierté, monta sur scène avec assurance, son portfolio de design à la main. Je suis Manon Dubois, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans le silence. Pendant longtemps, j'ai cru que ma voix était tracée par les attentes de mon père. Mais ici, j'ai découvert que je pouvais créer ma propre voix. Ce centre n'est pas seulement un espace pour les femmes, c'est un endroit où on apprend à se libérer des chaînes invisibles que la société ou même la famille peuvent nous imposer. Les applaudissements retentirent, mais à la périphérie de la foule, je vis Laurent, les bras croisés, le visage fermé. Il fixait Manon avec une expression que je connaissais bien, celle d'un homme qui réalise qu'il a perdu ce qu'il croyait posséder pour toujours. Après les discours, un cocktail était prévu. Les journalistes et les invités discutaient des projets, prenaient des photos, posaient des questions. Mais alors que je savourais enfin un moment de tranquillité, Laurent surgit devant moi, son regard brûlant de rage contenue. « Tu as tout fait pour me ridiculiser, n'est-ce pas ?» siffla-t-il. « Tu crois que tu as gagné ?» Je le regardai droit dans les yeux, refusant de céder à sa provocation. « Laurent, il ne s'agit plus de toi. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de construire quelque chose qui compte. » Il rit amèrement. « Construire ? Tu veux dire détruire. Tu as détruit ma famille, mon image, tout ce que j'ai bâti. » Avant que je puisse répondre, une voix s'éleva derrière lui. « Non, papa. Tu as fait ça tout seul. » Laurent se retourna, surpris. Manon se tenait là, les bras croisés, ses yeux brillants de détermination. « Tu n'as jamais voulu voir qui j'étais vraiment. Tout ce que tu voulais, c'était me façonner à ton image. Mais je ne suis pas toi. Et je ne le serai jamais.
Le silence tomba sur le groupe autour de nous. Les caméras des journalistes captèrent chaque mot, chaque expression. Laurent, réalisant qu'il n'avait plus de public qui le soutenait, serra les dents. C'est pas fini. Oh que si, répliqua calmement Valérie, s'approchant avec son micro. Et croyez-moi, tout le monde va entendre cette histoire. Laurent recula, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa défaite. Il quitta les lieux sans un mot de plus, laissant derrière lui non seulement la cabane, mais tout le pouvoir qu'il pensait avoir sur nous. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les dernières lueurs dorées caressaient le centre, je m'assis sur la terrasse avec Manon et Léa. Nous regardions les lumières des lampes suspendues dans le jardin, écoutant le murmure des conversations et des rires des femmes qui, comme moi, avaient trouvé un nouveau départ ici. Léa leva son verre. À la fin d'un chapitre, et au début de quelque chose de bien plus grand. Nous trinquâmes, savourant ce moment de victoire. Car ce n'était pas seulement la fin d'une bataille contre Laurent. C'était le début d'une nouvelle vie, pour nous toutes. Les jours qui suivirent l'inauguration furent à la fois euphoriques et étrangement calmes. Le centre communautaire débordait d'activités, des ateliers de formation en gestion, des cours de design numérique menés par Manon, et des groupes de soutien pour les femmes en reconversion professionnelle. Chaque jour, de nouvelles femmes franchissaient nos portes, attirées par l'énergie de renouveau qui émanait de ce lieu. Mais au-delà de cette effervescence, une question restait en suspens dans mon esprit. Qu'allait faire Laurent maintenant? Je n'eus pas à attendre longtemps pour le découvrir. Un matin, alors que je sirotais mon café en feuilletant des dossiers pour de nouveaux projets, Léa entra précipitamment dans mon bureau, son téléphone à la main, le visage rayonnant d'excitation. « Tu ne vas pas y croire !» s'exclama-t-elle en me tendant l'écran. Je pris le téléphone, intrigué. Sur l'écran s'affichait un article de presse locale. Un avocat influent sous enquête pour fraude et falsification de documents, Laurent Dubois dans la tourmente. Je relus le titre plusieurs fois, incrédule. Les preuves que Camille nous avait fournies avaient fait leur chemin jusqu'aux autorités. Non seulement Laurent était sous le coup d'une enquête officielle, mais son cabinet l'avait suspendu de ses fonctions, le laissant en pleine chute libre. C'est pas tout, ajouta Léa en reprenant son téléphone. Valérie a reçu des appels de plusieurs médias nationaux. Ton histoire est en train de devenir un symbole de résilience et d'émancipation. On te demande pour des conférences. Je restai silencieuse un moment, submergée par la nouvelle. Laurent, l'homme qui avait passé des années à essayer de contrôler ma vie, voyait maintenant son propre monde s'effondrer. Mais au lieu de ressentir la satisfaction que j'avais imaginée, tout ce que je ressentais était un immense soulagement. C'était fini. Plus tard dans la journée, je reçus un message inattendu. Camille. Laurent est au plus bas. Il passe ses journées à boire, et il refuse de voir qu'il est responsable de tout ça. Manon et moi avons déménagé dans un appartement en ville. Elle veut te voir demain. Est-ce que ça te va? Je répondis immédiatement. Bien sûr. Quand elle veut. Je pensais à Camille après avoir envoyé le message. Elle aussi avait été une victime du besoin de contrôle de Laurent, et malgré tout, elle avait trouvé le courage de se libérer. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la gratitude envers elle. Sans son aide, peut-être que cette histoire aurait pris une tournure bien différente. Le lendemain, Manon arriva au centre, un grand sourire aux lèvres. Elle semblait plus légère, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « Maman, tu ne croiras jamais !» s'exclama-t-elle en s'installant à mon bureau. J'ai signé mon premier contrat de freelance en design graphique. Une entreprise locale veut que je refasse tout leur branding. Je la pris dans mes bras, la fierté débordant en moi. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Elle s'écarta légèrement, son regard sérieux. Et je voulais aussi te remercier. Pas juste pour le centre ou pour m'avoir soutenue, mais pour m'avoir montré que je pouvais choisir ma propre voie. Papa voulait que je sois une copie de lui. Toi, tu m'as laissé être moi-même. Ces mots me touchèrent profondément. Pendant des années, j'avais eu peur de perdre ma fille à cause de Laurent, mais aujourd'hui, je réalisais que notre lien était plus fort que jamais. Alors que Manon aidait à organiser un nouvel atelier, Léa entra dans mon bureau avec une nouvelle qui fit battre mon cœur plus fort. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Le juge a finalisé l'enquête sur ton divorce. La décision de partager la cabane avec Laurent a été annulée. Tu es la seule propriétaire maintenant. » Je restai figée,
La nouvelle s'imprimant lentement dans mon esprit. La cabane, murmurai-je. Elle est à moi? Léa hocha la tête, un sourire victorieux sur le visage. À toi. Entièrement et sans contestation possible. Je devrais me sentir euphorique. Pendant des années, cette cabane avait été le symbole de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais reconstruit. Mais maintenant que je l'avais enfin récupérée, je réalisais que ce n'était plus la cabane qui comptait. C'était ce que nous avions créé autour d'elle. C'était le centre, la communauté, et la nouvelle vie que nous avions bâtie. Quelques jours plus tard, alors que je me promenais sur le terrain du centre, profitant de la brise légère de l'après-midi, je vis une voiture s'arrêter devant la cabane. Mon cœur se serra en reconnaissant Laurent. Il était seul, vêtu de vêtements froissés, le visage marqué par la fatigue et l'amertume. Il descendit de la voiture, hésitant avant de s'approcher de moi. « Élise, commença-t-il, sa voix rauque et hésitante. Je voulais te parler. » Je le regardai, étonné par le ton de sa voix. Ce n'était pas l'homme arrogant que j'avais affronté au tribunal. C'était un homme brisé. « Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à dire, » répondis-je calmement. Il hocha la tête, le regard fuyant. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, à toi et à Manon. Je voulais juste, je ne sais même plus ce que je voulais. » Je restai silencieuse, laissant ces mots flotter dans l'air. « Je suis désolée, » finit-il par murmurer. « Pour tout. » Pendant un instant, je ressentis une vague de compassion. Pas pour l'homme qu'il avait été, mais pour celui qu'il pourrait peut-être devenir. « Laurent, » dis-je doucement, « je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Je ne veux plus porter le poids de ta colère. Mais ça ne change rien à ce que tu as fait. Tu dois en assumer les conséquences. » Il acquiesça lentement, puis tourna les talons et s'éloigna vers sa voiture. Je le regardai partir, sentant un immense soulagement m'envahir. C'était enfin fini. Le soir, alors que je m'installais sur la terrasse du centre, regardant les lumières s'allumer une à une, Manon vint s'asseoir à côté de moi. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Je souris. « Je crois que oui. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment en paix. » Elle me prit la main. « Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait ?» Je regardai le centre, puis la cabane au loin, et je sus exactement quoi répondre. On continue de construire. Pas pour se venger, pas pour prouver quelque chose, mais parce que c'est ce que nous faisons de mieux. Et avec ces mots, je savais que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêtes. Un an s'était écoulé depuis l'inauguration du centre communautaire. Si quelqu'un m'avait dit, à l'époque où Laurent avait gagné l'accès à la cabane, que ma vie prendrait une tournure aussi inattendue, je ne l'aurais jamais cru. Mais là, assise sur la terrasse, un café chaud entre les mains, je regardais ce que nous avions construit et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Le centre Phénix, nommé ainsi pour symboliser la renaissance après les cendres, était devenu un pilier de la communauté locale. Ce n'était plus seulement un espace pour les femmes, c'était devenu un catalyseur de changement. Des entreprises avaient vu le jour, des projets communautaires s'étaient développés, et des vies avaient été transformées. Mais ce qui me remplissait le plus de fierté, c'était de voir Manon s'épanouir dans ce qu'elle aimait. Elle avait non seulement lancé son entreprise de design graphique, mais elle était aussi devenue une mentor pour de jeunes filles qui, comme elle, avaient besoin de trouver leur propre voie. Un matin de printemps, alors que le centre s'animait des préparatifs pour notre première grande conférence régionale sur l'entrepreneuriat féminin, Léa entra dans mon bureau, un large sourire sur le visage. « Élise, tu as 2 minutes ?» demanda-t-elle en refermant la porte derrière elle. « Toujours pour toi », répondis-je en posant mon stylo. Elle s'assit en face de moi, sortant une enveloppe de son sac. « Tu te souviens du fonds de développement régional pour les initiatives communautaires ?» Je hochai la tête. Nous avions postulé pour une subvention qui nous permettrait d'ouvrir d'autres centres dans des villes voisines. Mais je n'osais pas espérer que cela aboutirait. Léa me tendit l'enveloppe avec un sourire malicieux. On l'a eu. Je restai figé, le cœur battant. Tu plaisantes? Pas du tout. On a obtenu le financement complet. Et pas seulement pour une ville, mais pour 5. Je me levai d'un bond, la prenant dans mes bras en riant. On l'a fait, Léa. Non, tu l'as fait, répondit-elle en me serrant fort. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de magnifique.
La conférence régionale fut un succès au-delà de nos espérances. Des femmes de toute la région vinrent partager leurs expériences, leurs réussites et leurs défis. Le centre bourdonnait d'énergie, d'inspiration et de solidarité. Manon présenta un atelier sur le design entrepreneurial, attirant une foule impressionnée par sa confiance et sa créativité. Je l'observais de loin, émue par la femme forte et indépendante qu'elle était devenue. À la fin de la journée, alors que les derniers invités quittaient le centre, Camille s'approcha de moi. Depuis son départ de Laurent, elle avait trouvé un nouvel équilibre. Elle travaillait maintenant pour une association d'aide aux femmes en difficulté, et nous collaborions souvent sur des projets communs. Tu sais, dit-elle en regardant autour d'elle, je n'aurais jamais imaginé que tout cela naîtrait de cette cabane. Je souris, pensant à ce que représentait la cabane autrefois et à ce qu'elle symbolisait maintenant. Parfois, les endroits qui nous causent le plus de douleur deviennent ceux où nous trouvons notre plus grande force. Camille hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Et Laurent? Demandai-je après un moment de silence. Elle soupira. Il est en thérapie. Il essaie de reconstruire sa vie, loin des projecteurs. Il a compris, je pense, qu'il ne pouvait plus tout contrôler. Je hochai la tête, reconnaissante que l'histoire ait pris cette tournure. Pas parce que Laurent méritait le pardon, mais parce que nous méritions la paix. Quelques mois plus tard, lors d'un après-midi tranquille, alors que je finalisais des dossiers pour l'ouverture de notre premier centre dans une autre ville, un message inattendu apparut sur mon téléphone. C'était Laurent. Merci de m'avoir montré que le contrôle n'est pas la force. Je suis heureux que Manon ait trouvé sa voie. J'espère que tu es en paix. Je restai un moment à fixer l'écran. Ce n'était pas une tentative de réconciliation, ni une demande de pardon. C'était simplement une reconnaissance. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je répondis simplement, « Je te souhaite la même chose. » Puis je posai le téléphone et retournai à mon travail, le cœur léger. L'année suivante, lors de l'inauguration du 5e centre Phénix, Manon prit la parole devant une salle comble. Il y a quelques années, je pensais que mon avenir était déjà écrit pour moi. Je pensais que je devais suivre une route tracée par les attentes des autres. Mais j'ai appris ici, dans ces centres, que le pouvoir de créer sa propre vie est entre nos mains. Ce que ma mère a construit n'est pas seulement un espace physique, c'est une révolution silencieuse qui touche des milliers de femmes. Les applaudissements résonnèrent, et je sentis mes yeux s'embuer. Léa me prit la main, souriant à travers ses propres larmes. Après le discours, alors que nous marchions ensemble vers la cabane, qui servait désormais de musée retraçant l'histoire de notre parcours, Manon me regarda avec un sourire complice. Tu sais, maman, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Pourquoi ne pas lancer un programme international? Je ris doucement, secouant la tête. Tu es pire que moi, tu sais ça? Elle haussa les épaules, son sourire s'élargissant. Il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Et à ce moment-là, je sus que l'histoire ne faisait que commencer. Des années plus tard, alors que je m'asseyais de nouveau sur cette même terrasse, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac, je pensais à tout ce que nous avions traversé. La douleur, la colère, la perte, mais aussi la renaissance, la croissance et l'amour. Laurent était devenu un souvenir lointain, une partie de mon passé qui ne me définissait plus. Ce qui me définissait, c'était ce que j'avais construit. Ce que nous avions construit. Je regardais Manon discuter avec de jeunes entrepreneuses, son visage illuminé par la passion. Léa coordonnait un atelier dans le bâtiment principal, et Camille venait de lancer une nouvelle campagne pour aider des femmes à travers tout le pays. Nous étions une famille, pas définie par le sang ou les obligations, mais par des liens forgés dans la résilience et l'espoir. Je pris une profonde inspiration, sentant la brise fraîche caresser mon visage, et je sus, au plus profond de moi, que nous étions exactement là où nous devions être. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été touché, d'une manière ou d'une autre, par ce que nous avons partagé. L'histoire d'Élise, de Manon, de Léa et même de Laurent est plus qu'un simple récit de conflits familiaux et de résilience personnelle. C'est une réflexion sur la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, faisons face aux épreuves, aux trahisons, aux déceptions, mais aussi sur notre capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau et de significatif.
Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, il est possible de trouver la lumière, de reconstruire et de renaître. Prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons vu à travers le parcours d'Élise. Au début, elle était brisée, trahie par un homme qu'elle avait aimé, privée de ce qu'elle considérait comme son sanctuaire, sa cabane au bord du lac. Elle aurait pu se laisser abattre, céder à la colère et à l'amertume, mais elle a choisi un autre chemin. Elle a choisi de transformer cette blessure en une opportunité. Au lieu de s'enfermer dans la douleur, elle a ouvert son cœur à quelque chose de plus grand, aider les autres, bâtir une communauté, donner aux femmes la force de se lever et de croire en elles-mêmes. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'Élise. C'est aussi celle de Manon, sa fille, qui a découvert que son avenir n'était pas dicté par les attentes de son père ou par les pressions de la société. C'est l'histoire de Léa, l'amie fidèle qui a soutenu Élise dans chaque étape de son parcours, montrant que l'amitié véritable est un pilier fondamental dans les moments difficiles. Et même Camille, la nouvelle épouse de Laurent, a trouvé la force de se libérer d'une relation toxique pour se réinventer. Et puis, il y a Laurent. Son personnage est complexe. Il représente ces personnes qui, par peur de perdre le contrôle, détruisent tout autour d'eux. Mais même Laurent, à la fin, trouve une forme de rédemption en reconnaissant ses erreurs. Cela nous montre que, peu importe à quel point nous nous éloignons de la bonne voie, il est toujours possible de revenir en arrière, de demander pardon, et de chercher à réparer ce qui a été brisé. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? D'abord, que la douleur fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas l'éviter. Les trahisons, les pertes, les échecs, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec cette douleur. Allons-nous la laisser nous définir, ou allons-nous l'utiliser comme un tremplin pour devenir une version meilleure de nous-mêmes? Élise a choisi de bâtir, de créer, de transformer. Et c'est là que réside la véritable force. Ensuite, cette histoire nous enseigne l'importance des relations humaines. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés. Que ce soit l'amitié de Léa, le soutien retrouvé entre Élise et Manon, ou la complicité naissante avec Camille, chaque relation a joué un rôle clé dans la reconstruction de cette nouvelle vie. Cela nous rappelle que, même quand tout semble perdu, il y a toujours des gens autour de nous prêts à tendre la main, à nous aider à nous relever. Et enfin, cette histoire parle de pardon. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les actes qui nous ont fait du mal. Pardonner, c'est se libérer. Élise n'a pas pardonné Laurent pour lui faire plaisir, mais pour elle-même. Pour ne plus porter le poids de la rancune, pour avancer sans chaîne. Le pardon est un acte de courage, un acte qui nous permet de tourner la page et de trouver la paix. Maintenant, avant de conclure, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en la suivant, je vous invite à soutenir cette chaîne. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui pourrait être inspirée par ce récit. Chaque geste compte pour que cette communauté continue de grandir et que nous puissions partager encore plus d'histoires qui touchent les cœurs et qui inspirent à changer. Mais avant de partir, j'aimerais partager quelque chose d'encore plus profond avec vous. Cette histoire d'Élise et de sa transformation me fait penser à un message universel, un message d'amour et de rédemption que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de vraiment comprendre. Ce message se trouve dans la Bible, plus précisément dans l'évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons un moment pour réfléchir à ce verset. Il parle de l'amour incommensurable de Dieu pour nous, un amour qui dépasse notre compréhension humaine. Imaginez cela, Dieu, le Créateur de l'univers, nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place, pour porter le poids de nos fautes, de nos erreurs, de nos péchés. Nous vivons dans un monde où il est facile de se sentir perdu, brisé, comme Élise au début de son histoire. Nous faisons des erreurs, nous blessons les autres, nous sommes blessés en retour. Parfois, nous nous sentons tellement coupables ou indignes que nous pensons qu'il n'y a pas de retour possible. Mais c'est là que le message de Jean 3h16 entre en jeu. Il nous rappelle que, peu importe ce que nous avons fait, peu importe à quel point nous nous sentons loin de la rédemption, Dieu nous aime quand même. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver.
Il est venu pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il est venu pour ceux qui, comme Laurent, se sont égarés en essayant de tout contrôler, mais aussi pour ceux qui, comme Élise, ont été blessés par la vie. Il est venu pour offrir une nouvelle chance, une nouvelle vie. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos échecs, nos blessures. Mais cet amour ne veut pas nous laisser dans cet état. Il veut nous transformer, nous guérir, nous restaurer. Comme Élise a trouvé la force de reconstruire sa vie à partir des cendres, Dieu nous offre la possibilité de renaître, de devenir une nouvelle création en lui.